bonsoir. Merci à Olivier et Michael de m'accueillir. Je vais lire un peu particulier, parce que je vais lire un extrait d'un livre en cours. Donc c'est un livre que j'ai commencé il y a à peu près 4 ans, qui n'a pas vraiment de titre. Au début, mon projet était d'écrire un livre qui soit drôle. Je mets bien l'idée qu'on puisse imaginer que le lecteur va s'esclaffer à peu près les 2 minutes sur un livre. Bon, au bout de 300 pages, je me suis aperçu que c'était un livre qui traitait exclusivement du sujet de la mort. Donc c'est un peu rééquilibré effectivement la tonalité du livre, mais bon. Le contexte du chapitre que je vais lire, le personnage principal s'appelle Benoît, sans accent circonflexe. Il est orphelin et il vit chez sa tante, qui n'est pas d'ailleurs vraiment sa tante. Et un jour, il va faire une découverte qui va changer sa vie. Il va découvrir un ectoplasme. Je ne sais pas si les gens sont très familiers de cette substance un peu particulière, mais voilà. Donc le chapitre raconte sa découverte d'un ectoplasme dans un supermarché. La première fois que je vis un ectoplasme, c'était un samedi de novembre, à 9h15 du matin, dans une travée de l'hypermarket de Bar-sur-Aube, face à un rayonnage exclusivement dédié à l'alimentation canine et féline, hamsters et pinsons en sus. Travée où je m'étais réfugié afin d'échapper à un rongeur en doudoune, sans doute un enfant. Un enfant vraiment si grand, si cruel, si laid, et qui, muni d'une sarbacane en carton roulé, pensait sans doute pouvoir m'agresser impunément à jets répétés de boulettes en papier mâché bavé, une sorte de dodu fantassin dégénéré que ces gérants génétiques réclamaient d'une voix faussement menaçante. Une voix quasi déjà sénile, dans laquelle on percevait nettement l'écho croustillant et prometteur de 1000 biscuits hypercaloriques. Mais l'île de Mioche semblait savoir déjà que l'intimidation est l'arme des pleutres. Et il n'avait eu sans doute à ce jour pour unique modèle de probité que son frère aîné qui collectionnait les sacs à main et les doubles de clés de cave. Des haut-parleurs du supermarché, où nous commencions à être de plus en plus nombreux, coulait en sourdine le chant d'un sirop destiné à la génoise du cœur. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? La voix qui chantait, langoureuse, Lovelace et veloutée, donnait le sentiment d'avoir renoncé à tout pour mieux faire moisson d'espoir. Ton cœur est-il confit de douleur? Réponse, oui. Dois-je revenir? Réponse, je ne sais pas. Une fois de plus, dis-moi, chère âme, te sens-tu seule ce soir? Réponse, évidemment. Du ventre de la voix jaillissait toute une portée d'autres questions, apparemment inoffensives, que les clients emportaient avec eux, dont ils ne savaient que faire, mais qu'il faudrait bien avaler un jour. As-tu vraiment besoin de cette éponge révolutionnaire qui déloge tes sales petites pensées sans trop abîmer ta surface? Saura-t-elle absorber toutes les larmes de ton corps? Veux-tu encore de moi ou préfères-tu ce peigne à poux qui déjà laisse de longues griffes uniformes dans tes souvenirs? Et si tu es aussi seul que ton air de suicider le prétend, pourquoi te ruiner en trombone de couleur, en sac aspirateur impropre à contenir les cendres de tes amours défuntes? La voix se mêlait aux pensées vasculaires des clients, elle ralentissait leurs gestes, délitait leurs impulsions, noyait leurs décisions. Chacun semblait chercher un produit rare, un article unique, capable de lui rendre le sourire à défaut de la monnaie. Et moi je restais là, lonesome tonight, adossé aux pierres tombales des produits en promotion, à repousser mentalement du pied ce maudit bambin emmitouflé dans son boudin gris. Va des rétro, gros mulot. Retourne dans le crépuscule utérin de ton inconséquente extractrice. Cesse de cracher dans ton pipeau des enfers. Oui, j'étais là, acculé contre les sacs bleus et jaunes et mauves et verts, des croquettes aux poulets, aux veaux, aux légumes variés. Des croquettes pourtant toutes plus brunes les unes que les autres, comme si elles anticipaient déjà leur dénouement intestinal. Et soudain, voilà qu'autour de moi, les présentoirs, ébranlés par mes contorsions dilatoires et mes dilatations contorsionnées, cédèrent sous mes secousses et accouchèrent d'une avalanche granuleuse, me faisant sursauter et violemment rétracter le coude gauche, occasionnant une cataracte d'os en caoutchouc, de laisse à enroulement, de muselière, pareille à des gants de fauconnier déchiquetés. Ce n'était pas mon jour de chance.
Le gamin, fasciné par ce jugement dernier, mais pas définitif, émit un ricanement chitineux et tourna sur lui-même, bobine triste. Quand soudain, un couinement, une plainte plate comme une semelle desséchée, un ersatz de grognement tout près de moi, à portée d'orteil. Je me baissais, je me baissais, je me baissais, et je l'aperçus, qui m'attendait. Les hypermarchés ne sont pas des endroits comme les autres. De plus en plus vastes, de plus en plus approvisionnés, nimbés d'une lumière carrelée que reflète et annule le linceul tendu des sols, saturés d'infrasons nés du roulement des caddies et des produits déplacés, obéissant à des logiques obscures, des taxonomies secrètes. Ces sanctuaires permettent à l'homme des foules d'accéder à un état cognitif encore inédit, à mi-chemin entre la transe et la catatonie. On y ressent et sans doute y pressentons ce que devaient éprouver les rares élus qui s'avançaient, saisis, entre les parois ombilicales du labyrinthe d'Amenemhat III, après avoir longé les rives du lac Moéris. Et sans doute s'y promène-t-on comme dans le dédale de la grotte chinoise de Tongting, dont les 1000 sentiers dansants étaient censés accompagner dans leur dissipation les heures du jour et de la nuit. Seul le sentiment de perte et d'abandon a changé, il s'est accentué. Ainsi ai-je, plus d'une fois, à la demande agacée de ma tante aux requêtes non négociables, tenté de localiser l'emplacement de la mythique ficelle à gigot, qu'on pourrait croire située dans les régions para-alimentaires, ou, texture oblige, à proximité des zones de cordage, fil d'étendage, corde à sauter, voire, pourquoi pas, dans le sillage de produits en apparence similaires, fil dentaire. Alors qu'en fait, la ficelle à gigot, dont on n'a pourtant plus l'usage, depuis que les gigots naissent tout ficelés du ventre du boucher, est systématiquement entreposée à une distance équilatérale des tampons hygiéniques et des ballons de fête. Ainsi que l'expérience me l'a prouvé à maintes reprises. Dante, lui, savait où stocker les voleurs et où caser les apostats, mais ce savoir ne lui aurait été d'aucune utilité dans un hypermarché. Brûler en enfer n'a rien d'un sort enviable, mais dénicher une longueur de ficelle à gigot dans le labyrinthe d'une grande surface est une forme de damnation que je ne souhaite à personne. Quant au passage en caisse, c'est une épreuve digne du laminage le plus alchimique. C'est là que se transmuent, sous nos yeux ruinés, les biens de consommation, par la magie propitiatoire d'un dépouillement fiduciaire. Quelques instants plus tôt, tout n'était que substances mortes et colorées, empilées telles des ossements dans une braderie nécropole. En les déposant dans le chariot, ce chariot dont la forme trapézoïdale n'est pas sans rappeler un cercueil, ou une portion de tourte tronquée, ou plus sûrement la tête d'un bovin, faisant de nous de bien tristes bouviers. En les arrachant à leurs semblables, nous mutilons le grand tout, qui pourtant se régénère sans cesse. Nous nous arrachons benoîtement des membres exsangues, sans nous soucier du grand corps consumériste, puis nous nous dirigeons, après de complexes trajectoires, toutes en écart et contradictions, vers la caisse, là où un œil rouge, dissimulé sous une vitre opaque, décryptera à leur surface lisse le code ultime de leur libération. Je n'avais pas non plus toute la matinée. Ne traîne pas, Benoît, sans quoi tu me mettras en retard et en pétard, dixit ma tante. Je m'étais donc baissé, sans deviner dans mon abaissement les prémices d'une future révérence. Tout en bas, sous la dernière étagère, là où la poussière n'a d'autre solution que de faire corps avec elle-même, gisait quelque chose. Ce n'était à première vue qu'une vieille rustine translucide, écrasée et déformée, mais comme agitée de l'intérieur par des souvenirs d'étanchéité défunte. Fine de membrane et faible d'allant, transpirant la douleur, le vert de gris, le regret, et laissant au fil de sa pathétique reptation sur le carrelage de l'hypermarché une ombre inégale qu'on devinait aussi précieuse et aussi rare qu'un pissa de Bouddha. J'ignorais comment m'en emparer, avec quel doigt, quelle précaution et surtout qu'en faire, ni même s'il était possible et souhaitable de me saisir de ces quelques milligrammes moisis. Mais comme je me penchais davantage au-dessus de l'entité, sans voir la margelle de l'avenir former un cercle autour du trou que dessinait ma vision, je suis presbyte, tandis que dans mes oreilles, le bourdonnement basse fidélité tentait de prendre le contrôle de mon cerveau. « Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? » Je sentis monter de la frêle rustine 1000 relents insoupçonnés. Et là-dessus, mon existence,
ma sotte et sourde existence qui jusqu'alors s'apparentait pour ce qui est de l'ambition à un tabouret de cuisine oublié sous un dôme nucléaire fissuré, se contracta. Et la chose parut alors, mais cela n'a aucun sens, j'en ai conscience, me regarder. Sur ma droite, à moins de 5 mètres, un type vêtu d'un sweatshirt aubergine et d'un pantalon de jogging doté d'énormes ourlets inspectait à la fois les paquets de Dog Croc et ma personne, laquelle s'infusait d'une gloire en devenir qu'il m'aurait été difficile, voire sacrilège, de lui décrire. Je tentais la télépathie, qui ne saurait être une fable, puisqu'on en parle régulièrement. Arrière, suppôt de satin. Je découvris à cette occasion que la télépathie, comme la dactylographie, n'est pas à l'abri des fautes de frappe. Mais le message porta son fruit. L'homme tressaillit et recula, ce qui est la dernière chose à faire dans un supermarché. Il devait s'appliquer le code de la route. Et l'imprudent fut presque aussitôt percuté, mais comme au ralenti, par un caddie sûr de son bon droit et plein à ras-bord d'articles indispensables à l'embolie. S'ensuivit un échange d'excuses pharisiennes et de grimaces équivoques, chacun hésitant entre la posture du cueilleur et celle du chasseur. Indifférent à cette rixe virile, qui explique bien des conflits, je continuais de scruter la rustine qui ressemblait de plus en plus à un préservatif perforé par l'ongle de l'impatience. L'hypermarché s'était tu, refermé de l'intérieur. Les produits chuchotaient entre eux dans ce délicieux sabir que seuls connaissent et pratiquent les choses invendues et les discrets périmés. Les néons avaient baissé la garde. Les pièces de monnaie dans les poches des personnes dotées de poches prenaient un soin vertueux à ne plus s'entrechoquer. Tout s'était alenti. Gestes, pensées et même désirs. Ma main s'avança vers l'entité, laquelle, à mon approche, frétilla d'une anxiété que je n'avais jusqu'alors observée que chez les SDF confrontés à un national-frontiste. Comment rassure-t-on une chose inerte, pas inerte ? Je fis de mon mieux pour laisser pulser à travers mes doigts tout l'amour du monde encore en stock depuis Hiroshima et Bergen-Belsen. La rustine se laissa saisir, tel un prépuce tremblant, un doigt de nourrisson que cherche à téter une lionne. À peine l'avais-je saisi entre pouce et index qu'elle entra en action, palpitant en rythme avec la chanson que diffusaient encore les enceintes de l'hypermarché. Je refermai mes doigts dessus comme sur le plus précieux des camées et sentis mon sperme percuter la paroi intérieure de mon jean. Mais sans tremblement, sans abandon, juste l'immense justesse, la plus que chaude aisance. Et un peu de gêne aussi, car en gros baudet que j'étais, du fait d'une paresse hygiénique assumée, je n'avais pas mis de slip. Mais la joie n'a pas besoin de paravent, lui dis-je. La joie vient comme elle vient, en marée, dans la fusion et l'émoi, au plus près du gouffre et, dans le cas présent, au sortir du méa. Une femme passa derrière moi, rehaussée au contour d'un noir nacré, comme sertie par le soleil de ses rêves. Elle poussait un caddie immensément funéraire, dans lequel gisaient les futurs vestiges des 1001 repas avec lesquels elle comptait nourrir son bourreau de mari et ses 4 complices, tous ligués contre elle par le lien absolutiste du football catholique. Moi, ectoplasme en main, j'étais devenu phare, balise, sémaphore, un Christ, dont la paume contenait, en guise de stigmate, un chiche Graal ramassé à même le carrelage de l'hypermarché. Mais un Christ progressant désormais les genoux, pour ainsi dire, en quinconce, du fait d'un entrejambe très soudainement et très inexplicablement pollué. Car il s'était passé quelque chose. Non, quelque chose était passé. À l'instant où mes doigts entrèrent en contact avec ce que je croyais à tort être une rustine, et que ma tante, aux réticences prophylactiques, qualifia par la suite d'immonde condom et jeta dans ma corbeille, où je le repêchais. L'instant disparut. Je fus en un gloops avalé, ma pensée pulvérisée et étendue. Lonesome tonight. Comme au retour d'un sort, toutes les nuits comprises dans la pointe de flèche d'une seule journée, le temps tissé en vertige, en glissement, le sable des secondes, grain à grain, enfui entre mes doigts. Le monde alentour devenu divin. Tous les détails de toutes les choses aussitôt triés et redistribués, réagencés. Contours et silhouettes soudain concertés pour mieux chanter le règne des formes. J'étais comme abrasé, mais aussi instruit des us, de l'au-delà et de l'en-deçà,
à la façon d'un enfant qui découvre lentement les noces du chaud et du froid, nu devant le lavabo de la salle de bain, en pleine nuit, par une nuit si pleine qu'elle semble vouloir accoucher de vérités inédites, ventre collé à l'émail, pieds gelés sur le carrelage, et manipulant émerveillé et frissonnant les 2 boutons du robinet d'où jaillit davantage qu'une source, quelque chose comme le secret des confusions, le rouge et le bleu d'une autre chimie venue parfaire celle de l'opaque nature. L'hypermarché s'était effacé. L'enfant engigoté qui m'importunait avait été réduit à un ondoiement que la trame de l'air absorbait puis résorbait. Là, quasi à genoux devant le rayon, accroupi, consentant, je me sentais me préciser moi-même, me préciser tout entier au prix d'un envoûtement inouï, avec dans la main, dans la paume, cette chose, ce bonbon, ce talisman, cette énigme, l'ouverture, l'arrachement, et plus la moindre onde d'exister. Aucun remords d'être, enfin, en cet instant ivre de clarté. Contre la pulpe de mes doigts palpitait un ectoplasme. Plus je le pressais contre ma paume, cet ectoplasme, et plus sa tiédeur insolite se diffusait dans mon corps, comme un courant électrique extrêmement faible qui cherche refuge dans un corps conducteur. J'eus la conviction que ce vestige spiritoïde était en train de mourir, et qu'il s'efforçait, à travers le conduit de ma personne, d'assurer sa survie, de transmettre son code, et ce, après une interminable évagation dans cette réalité qui pour lui équivalait au pire limbe qui fusse. Du bout des pouces, j'exerçais sur lui une très souple pression, que je voulus rassurante, comme on serre bêtement la main, tout en veine variqueuse d'un vieillard, sans se rendre compte qu'on entrave ainsi la déjà pénible ambulation de son sang noir. Le fragile cryptoplasme, désormais guère plus fringant qu'un pétale de rose délaissé sur un radiateur, se rétracta en couinant. Je m'y prenais mal, comme à mon habitude. J'eus alors l'idée de le placer sous ma langue, mu par le lointain souvenir de l'hostie que m'avait tendue le prêtre un jour de communion. En dépit de sa cuticule toute poussiéreuse, l'ectofluide parut se détendre, et l'afflux salivaire dut dilater doucement en lui les rares vaisseaux point trop encore nécrosés de sa masse radiaire. Répondant à mes sollicitations linguales, la minuscule matérialisation métapsychique propagea dans la caisse de résonance qu'était devenue mon corps le même message que siripaient les haut-parleurs. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Elle le propagea et l'amplifia comme si, derrière les mots, ou plutôt sous leur pellicule vibratile, telles ces gousses qu'on glisse sous la peau d'une volaille avant de la faire cuire, se dessinait un autre sens que j'avais tout loisir de déchiffrer au toucher, je veux dire au toucher mental, en me concentrant un peu. Mais le sens premier me paraissait déjà assez fort, assez corsé sentimentalement. Le cœur plein de douleur, la solitude des grands soirs, l'autre qui vous demande s'il peut, s'il doit revenir, et il faudrait s'abaisser, réclamer son retour, il faudrait vouloir de toutes ses faiblesses le retour de cet autre qui, oh le salaud, guette vos moindres défaillances, jubile en voyant pétiller une larme au coin de votre œil, se frotte les mains, tandis que vous vous levez 3 fois de suite en pleine nuit pour vous rendre dans la cuisine, où vous ouvrez des placards sans rien en sortir, puis vous retournez vous coucher, encore plus vide. Voilà que désormais, tout en vous s'assoit, vos douleurs pèsent, votre cœur pèse, le soir tombe, comme s'il était mu par une incroyable force motrice. Et cette fois-ci, il ne se retirera pas, vous serez englouti, à jamais submergé par l'eau vide d'une vie creuse, ou l'eau creuse d'une vie vide. Et je sentis vaguement que ma pensée perdait pied. Je m'étais mis à déambuler dans les allées du supermarché, en saluant distraitement les gens d'un mouvement de tête de condamné ou de pingouin mécanique. J'allais sans but. J'écoutais juste ce que me grommelait la voix de l'ectoplasme, et ça dura longtemps. Longtemps. Tandis que le vigile, qui me connaissait bien, puisque nous échangions souvent de menus propos sur la mort et le temps de décomposition des cadavres, un sujet qui l'intéressait depuis qu'il avait perdu son père, qu'il détestait, le vigile n'osait pas m'interrompre dans ma vaine pérégrination. Il devait se dire qu'un malheur m'était arrivé, que j'étais sous le coup d'une mauvaise nouvelle. Et parfois ça vous abat, parfois ça vous oblige à marcher. Il connaissait ça et il connaissait ça très bien. À force de passer ses journées debout, il comprenait parfaitement qu'on puisse avoir soif de mouvement plutôt que de rechercher le gras des arrois de l'immobilité, qu'on veuille mettre un pied devant l'autre et non pas couler sur soi-même. Mais
D'où me venait cette connaissance intime des pensées du vigile? D'où me venait cette violente ouverture aux quatre vents des autres? Ce ne pouvait être qu'un des effets étonnants de la rustine qui continuait de recouvrer force et confiance sous ma langue. J'éprouvais une fatigue qui aurait pu être celle que ressent une cataracte, si les cataractes avaient été doués de sensations. Quelque chose comme un immense affaissement du monde en moi, infiniment renouvelable, et à la fois source d'une ébullience incroyable, l'épuisement se doublant à proportion égale d'une furieuse exaltation. Mon cœur plein de douleur, mais plein d'une autre chose, d'un monument de joie aux mille regains. Bien qu'encore ébranlé par ma découverte, j'avais tenu à prendre les produits dont ma tante aux cheveux violets m'avait confié une liste détaillée, implacable, forcément tyrannique. Ma tante, réaliste. Il existe en effet pour chaque produit une telle gamme de choix qu'à moins de rédiger une notule en regard du produit requis, il est impossible à qui s'en va le quérir d'être certain à 100% qu'on a mis dans son caddie la chose exacte en soi et pour soi. À la différence du guéridon platonicien, qui n'existe idéalement que dans le boudoir de la grotte aux illusions, le produit disponible en hypermarché se présente sous une infinité de formes, dont une vaste proportion est hélas souvent manquante, ce qui rend le choix non seulement laborieux, mais également frustrant, voire impossible. Car comment élire un substitut dès lors que l'original fait défaut? Comment penser le prédicat quand manque la substance? Ce à quoi on aspire ne survit ici que décliné, dévitalisé, pour ainsi dire, au sein d'une prolixité rendant hommage à sa variabilité formelle. Aussi anodin soit l'article, quand bien même situé à mi-chemin entre l'inutile et l'improbable, il se voit consacrer une section entière, quasi babylonienne. Oui, ici, le morceau de sucre n'existe pas, n'existe plus. Il a été remplacé par le roux, le brun, le canne, le poudre, le carré, l'individuellement emballé, le semoule, le glace, le berlingot, le succédané, l'édulcoré. Tout ce qui était censé contribuer à l'unicité de l'élément, a priori irréductible, a été dissous, voire dissolu, dans le pléthorique et l'aberrant. Sucre, ton nom est légion. Céréales, ta marque est hubris. Biscuit apéritif, tu es galaxie. Anchois, tes masques sont complexes. Ravioli, te voilà pluriel. Poule, foule. Et nous qui sommes moins que la somme de nous, soustraite à la particularité de nous, notre volonté vole en éclats devant cette panoplicité insensée conçue par les Plutons de l'hypermarché, lequel est, n'en doutez pas, la représentation sur Terre de la pluralité des mondes et la preuve tangible de la perversité démiurgique. Est-il préférable d'acquérir une approximation du produit recherché plutôt que de renoncer définitivement à une acquisition erronée? Exemple, une brosse à dents, ne répondant pas aux critères établis par le commanditaire, couleur, taille, dureté du poil, ergonomie du manche, etc., est-elle encore, aux yeux du dit commanditaire, et surtout à ceux ô combien exigeants de ma tante aux dents amovibles, une brosse à dents? J'avais franchi, dès leur ouverture, les portes de l'hypermarché de Bar-sur-Aube, pressentant dans leur soupir mécanique l'appel de l'infini, mais malgré la modestie de la liste que ma tante à la gaine beige extra large m'avait confiée, le soir commençait déjà de dégringoler quand j'eus achevé de tapisser le fond du caddie de mes rares achats, du moins si j'osais en croire l'heure affichée à l'horloge de la caisse. Et voilà qu'à intervalles somnambuliques mais insistants, une voix jaillit de partout et de nulle part invitait les dernières particules rémanentes à se diriger vers les rampes de sortie de ce gigantesque cyclotron. Au fond du sac à soufflet, suspendu au crochet frontal de mon chariot, où j'avais fini par le remiser au fond de mon cabas, ne pouvant décemment me présenter aux caisses la bouche pleine, même s'il y avait peu de chances qu'un échange verbal soit nécessaire, le rustinoplasme avait presque cessé de psalmodier et remuer. Je craignais le pire. C'est donc le cœur battant, le cœur cousu, le cœur chamade, que je m'avançais dans le corridor jouxtant le tapis roulant automatisé. La caissière m'adressa un bonjour si usé que je vis sous la trame des syllabes l'os dessiqué de sa lassitude. Je déposai les 11 articles que m'avait demandé d'acheter ma tante,
selon un schéma en apparence aléatoire, mais en fait obéissant secrètement à l'ordre alphabétique. D'abord l'alimentaire, ordonné selon le règne animal. Abeille, miente. Veau, tendron d'œufs. Puis l'hygiénique, selon l'ordre géographique. Alep, savon d'œufs. Pastille polydent, nos gens fabriqués à. Puis le végétal, mais en fonction du régional. Barbarie, figue d'œufs. Bretagne, artichaut d'œufs. Guiménée, andouille d'œufs. Et enfin l'anonyme, le X du produit, son destin d'oméga, les sacs poubelles de 100 litres à poignée extensible. Ma tante avait également noté sur la liste, mais d'une écriture un peu fantasque, quelque chose qui aurait pu être vulve artificielle. Mais ne l'ayant trouvé nulle part, je n'étais pas allé jusqu'à demander, je suis un homme, j'avais pris sur moi de remplacer la chose par un article qui me parut similaire d'aspect, sinon d'intention, tout en soupçonnant ma tante aux mille et une ruses de glisser dans ses listes de commission des articles pièges dans le seul but de me troubler. Et enfin l'inclassable, le Z hors catégorie et dont la quête m'avait pris plusieurs heures, un dé à coudre et une éponge à tableau noir. Nous avions des accros et aussi une ardoise. J'étais sur le point de déposer dans mon sac, au préalable vidé, le premier article validé par la caissière, quand cette dernière, désignant d'un ongle artificiel et fuchsia mon béant cabas, me demanda « Vous n'avez rien là-dedans ? Montrez l'intérieur, s'il vous plaît. » Là-dedans, non, je n'avais plus rien, hormis l'ectoplasme à l'agonie dont j'étais devenu, du moins le supposais-je, le suprême passeur, et peut-être même l'esclave impénitent. En théorie, j'aurais pu me fendre d'un sourire de faux cul, car j'avais développé une certaine souplesse zygomatique après des années passées à accommoder ma tante aux feintes jérémiades. Mais il se trouve qu'il existe une loi tacite concernant la translation des ectoplasmes. Une loi dont j'ignorais la provenance, mais que je connaissais, si je puis dire, à mon insu. Autant dire qu'elle était d'airain autant que mystérieuse. Cette loi disait « On ne peut taire l'existence d'un ectoplasme en cas de fouille. » Fruit d'une désincarnation, il est transparence et pureté, et non crapuleux et sujet au recel. Je ne pouvais donc nier sa présence au fond du sac que j'avais commencé d'entrouvrir, sous peine de démériter sa transitoire possession. Dis-je donc, oh, c'est juste un ectoplasme. Et de tendre innocemment la précieuse relique, que je pris soin néanmoins d'envelopper dans un coupon de réduction. La caissière posa rapidement dessus, ses yeux usés par les codes-barres, comme s'il s'agissait d'une gomme à mâcher recrachée, me dévisagea ensuite avec compassion, puis haussa le large cintre de ses épaules. Je crus m'en sortir à bon compte lorsque, se ravisant apparemment, elle ajouta « Et vous avez pensé à le peser ?» Ah, j'aurais dû, même, tant les balances d'hypermarché se révèlent d'une subtilité incroyable. Habile à vous donner au nanogramme près le poids d'un kiwi épluché et en partie dévoré. Ces balances possèdent un je ne sais quoi de magique. Comment savent-elles que cet artichaut n'est pas un céleri rave ? Je me suis amusé l'autre jour à peser un citron vert en appuyant sur la touche « chou chinois ». Mais l'engin n'a pas été dupe. Il a rectifié de lui-même. Intrigué, j'ai interrogé le chef de rayon qui rangeait ses roquettes sur une rampe de lancement de produits. Et ce dernier m'a expliqué qu'il, enfin l'engin, pas lui, était doté d'un capteur chromatique archi-élaboré permettant d'identifier taxinomiquement le légume, le grume, à sa nuance de couleur. C'est d'une précision pantonique, précisa-t-il. Or, il n'existe aucun produit dont la couleur soit sensiblement la même qu'un autre. Le jaune du citron n'est pas le même jaune que celui de la banane, et encore moins celui du brassard qu'arbore le cycliste. Et même un gagnant d'étape brandissant un ananas n'aurait su abuser la merveille de technologie qui teintait devant moi. On aurait pu croire que la distinction se ferait par la forme, car celle d'une banane me semble davantage éloignée de celle d'un citron que ne le sont leurs teintes de peau respectives. Mais apparemment la science, soit progrès, soit limitation, a tranché. Le fruit, ou le légume, se distingue principalement par la couleur, non par la forme. Ce qui, somme toute, est la méthode employée et appliquée depuis l'aube des temps par les recruteurs, ces physionomistes de boîtes de jour. La caissière, encore. Et vous avez pensé à le peser ? Penser, peser, la vie est pondération, la pensée est pesage.
Il me fallait néanmoins fournir une réponse, l'extraire de sa gangue mutique et la présenter sous forme verbale, sans trop tarder. Ça vient d'ailleurs, dis-je. Épargnons ainsi l'épreuve fastidieuse de la pesée, qui n'aurait par ailleurs rien donné de très concluant, ni même de franchement satisfaisant, car l'ectoplasme ne pèse rien, comme l'univers entre deux Big Bang, et m'empêchant également de proférer un mensonge, puisque sub quoque nulla morituri specie, l'ectoplasme va bien et bien d'ailleurs, et compte y retourner dans les plus brefs délais. Solène, comme l'indiquait son badge, puisqu'ici les rouages se devaient d'être familiers, procéda alors à la lecture des codes, faisant glisser les produits au-dessus de la plaque opaque avec une fluidité qui forçait l'admiration, et le nœud du logos en moi se fissura. Tout en elle me fascinait, la palesse des mains, la crépitance des ongles, la bombitude des paupières dont les battements libéraient de microscodiles nuageons de poudrelle mauvais. J'étais en totale admirance de sa gestuaire de caissiste, quand une couinerie s'éleva du cabas, l'ensemble, où j'avais emmasiné mes 11 articulés. L'ectoplasme étouffissait sous la masse mercantesque. Mon latin intérieur reprit le dessus, je me ressaisis comme on retient un hoquet, récupérai soigneusement la dive rustine que je glissais dans ma poche de poitrine, où elle frétilla quelque temps avant de s'assoupir, ou plus vraisemblablement de se réfugier dans l'abstrait alvéole de son inconsciabilité. J'espérais surtout que ma tante, aux ires mussoliniennes, ne m'en voudrait pas de lui rapporter une douille de pâtisserie siliconée en guise de vulve artificielle. Merci.